des noms à nous. Ce pas des noms officiels. C'est des noms à nous qui ont plus ou moins une histoire. Hein, mais bon, voilà. Donc, première plongée va se faire sur du coralligène qui est une algue calcaire vivante. D'habitude, quand vous prenez une algue ou une plante quelconque sur Terre, c'est tout mou. Là, c'est tout dur. C'est une algue calcaire. Et donc, pour pouvoir vivre, il ne faut pas qu'il y ait trop de lumière, mais il faut aussi qu'il y en ait un petit peu quand même. Donc, globalement, entre 40 et 90 mètres, on va trouver ces espèces d'algues là, vous voyez, ces petites lamelles bordées de blanc, légèrement rose-violet. Ça s'empile au fur et à mesure des siècles, ça s'empile les uns sur les autres, les vieilles couches meurent, les nouvelles couches se mettent dessus, et ça finit par créer des massifs. Et donc, ces massifs, ça donne ça. Sauf que pendant que le coralligène crée des massifs, il y a des bestioles qui, elles, s'ingénient à le démolir, le massif. Les oursins, par exemple. Il y a certaines éponges qui vont creuser. Et donc, à la fin, ça donne un habitat qui est vachement bien pour les poissons. Il y a plein de trous, il y a plein de coins, de recoins. Et tout le monde peut trouver un endroit pour se mettre à l'abri. Alors, là, 40 mètres, 90 mètres, ça dépend en réalité de l'eau. C'est-à-dire que si l'eau est turbide pendant une longue période, le coralligène, il peut être plus haut que 40 mètres. Il peut arriver à 30 mètres, pourquoi pas. Si l'eau est extrêmement claire, ça peut aller au-delà de 90 mètres. On peut trouver du coralligène plus bas. Tout dépend de la turbidité de l'eau. Ça, c'est globalement une petite moyenne, quoi, pour vous dire, voilà, c'est dans cette tranche-là que ça se passe. Hein ? Et donc, le coralligène, c'est un rocher vivant. Vous avez deux types de coralligène, le coralligène dit de paroi et le coralligène dit de plateau. Alors de paroi, comme son nom l'indique, il y a une espèce de montagne sous-marine rocheuse sur laquelle le coralligène est venu se poser. Et youpi. Et par contre en bas, là, la plupart du temps sur une base rocheuse, mais des fois on ne sait pas parce qu'au bout de milliers d'années, ça pousse de 4 mm par an à peu près, pour vous donner une idée. Donc pour faire des patates là comme ça, il a fallu un peu de temps. Donc s'il y a des rochers là-dessous, on ne les voit plus. C'est complètement recouvert. Donc au total, on ne sait pas trop si le coralligène est capable de pousser directement comme ça ou s'il lui faut obligatoirement au départ une base rocheuse. Mais voilà, on distingue deux types de coralligène, la paroi, le plateau. Alors, on va commencer par là. Donc là, il y a 2-3 poissons qui nous attendent. Là, on est sur un coralligène de paroi. On se rapproche. Là, vous avez des éponges cavernicoles jaunes. Tous les machins jaunes là qui sont suspendus. Mais vous voyez la densité incongre. Là, on voit l'éponge cavernicole là, qui est au premier plan, jaune, avec le trou là au bout. Mais vous voyez la densité de vie qui est greffée sur la roche, là, c'est pas vraiment impressionnant. Là, on a un filet. Alors, les filets, bien évidemment, quand ils sont perdus par les pêcheurs, les premières années, ils continuent à pêcher et ils tuent. Mais quand ils sont concrétionnés, comme celui que vous venez de voir, il ne faut plus y toucher, parce qu'ils servent de support et la vie se développe dessus. Là, on a des anthias, on a un picarel ou une mandole. Regardez la densité qu'il y a. Là, on a le filet, vous voyez, qui part d'une patate rocheuse à l'autre. Ça, c'est un filet oublié, ça fait des années qu'il est là au fond. Le rouget, je vous parlais tout à l'heure des barbillons innervés, petite galatée. Quand on remonte le long, là on voit bien la densité de vie. Ça s'appelle une salmacine. C'est un ver qui vit sur la gorgone, mais sans la parasiter. Elle est bien là-haut, pourquoi? Parce que plus elle est haute, plus elle peut choper de la nourriture. Mais elle ne fait pas de mal à la gorgone. Voilà, donc là quelques poissons. On finit sur le haut du sec là en question, on se promène dans les différentes gorges pour montrer un peu la densité de population qu'il y a. En termes de poissons, mais aussi en termes d'animaux fixés. Un joli petit banc là pour terminer. Tout ça, c'est ici. Il n'y a pas besoin d'aller en mer chaude pour voir autant de poissons. Parce que beaucoup de gens vous disent « Ouais, en Méditerranée, il n'y a pas de poissons. » Bah oui, il n'y a pas de poissons, oui, quand même. Donc là, on a vu la gorgone pourpre, on a vu l'éponge cavernicole jaune, la salmacine, la galatée. Attardons-nous un petit peu sur la gorgone pourpre.
la gorgone pourpre, c'est un squelette souple qui se met toujours perpendiculaire au courant. Ça se fixe, hein, c'est fixé, ça se met perpendiculaire au courant de manière à ce que les polypes, vous les voyez là, les polypes, eh ben, ils sont ouverts et puis ils attendent que les particules passent. Et quand les particules passent, gnap. Et ces polypes vivent en colonie au final. Alors de temps en temps, vous voyez la gorgone comme ça qui est toute ébouriffée, puis de temps en temps, elle est complètement racornie. Et ça, c'est quand les polypes sont rentrés. Ils ont fini le repas. La gorgone, c'est vraiment le best-seller en Méditerranée pour les photographes et les vidéastes. Hein. C'est l'animal le plus beau qu'on peut trouver dans nos fonds. Alors, la gorgone, elle fait partie d'une famille, parce que on aime bien classer, hein, on aime bien, hop, ça va dans cette case, ça va dans celle-là. Donc, ben voilà, on a créé une case qui s'appelle les cnidaires. Cnidaires, c'est qui pique. Ça pique. Alors les cnidaires, ben, y a la gorgone, parce que les petites polypes, là, ils piquent. Et puis, ben, y a la pénatule, là, mais ça ressemble pas du tout à une gorgone. Il y a la méduse, oh là. Et puis, voilà, là, on a un parazoontus, et là, on a une anémone charnue. Donc des bestioles qui ont à l'œil absolument aucun rapport les unes avec les autres, qui ne vivent pas au même endroit, lui il vit sur le coralligène, l'autre il vit sur le sable, eh ben, sont regroupés dans une même famille, donc les kypiques, les cnidaires kypiques. Alors là, on est maintenant sur du coralligène de plateau. On est sur du coralligène de plateau, donc là on est sur un fond plus ou moins sédimentaire, et y avait quelques rochers, sur ces quelques rochers, boum, explosion de vie. Une gorgone comme ça, vous mettez une personne, on va dire une femme d'1m60 et quelques, vous la faites passer derrière, vous la voyez plus. C'est énorme, hein, c'est pas des petites choses grosses comme ça. Là au passage on a vu du corail rouge, on en voit de moins en moins chez nous, on en voit beaucoup plus du côté de Marseille, mais chez nous, voilà. Là, on est un peu bas, on est aux alentours de 60 mètres, là. Vous voyez, la taille des gorgones, c'est proprement monstrueux. Machin. Et il n'y en a pas une, il y en a des centaines collées les unes aux autres. Hein. Un oursin granuleux, équilibriste, celui-là, il a décidé de... Petit chapon, une gorgone orange devant. Ouais, il y a plusieurs types de gorgones. Hein. Il y a la gorgone pourpre, la gorgone blanche, la jaune, l'orange. Enfin, ça, c'est un gorgonocéphale. Sympa, ça. Alors que ça se déploie pour pêcher, et puis après, ça se met en boule quand ça finit de manger. Petit chapon. Voilà, et là, on quitte le fond. Donc là, on a vu un oursin granuleux au passage, un gorgonocéphale, du corail rouge, le chapon. Alors, parlons des oursins un peu. Les oursins, ça a un corps qu'on appelle un test. D'accord? C'est son squelette. Et puis regardez, c'est capable de se déplacer, ça a des petites papates. Au milieu des piquants, ça a des petites papates. Et certaines papates sont munies de ventouses, c'est les podia, ça leur permet de se balader. Et puis, vous avez les pédicellaires, c'est les mêmes papates, sauf qu'au bout, il y a des pinces. Ça permet, par exemple, de se nettoyer ou d'amener de la nourriture vers la bouche. La bouche qui s'appelle la lanterne d'Aristote. Pourquoi? Parce que, a priori, c'est Aristote qui en a parlé le premier. Voilà. Donc voilà, globalement, il n'y a rien dans un oursin. Enfin, il n'y a rien, c'est bon à manger, hein, mais il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose quoi, à l'intérieur. Il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas ce genre de choses. Donc là, vous voyez, ça, là, ce regroupement d'oursins, à cette saison, c'est hyper courant. Dans les eaux du parc national, sur le sable, il y a des fois, on trouve des tas d'oursins. Ils se grimpent les uns sur les autres. Et c'est toujours ces oursins-là, les oursins granuleux. On n'en trouve pas un, c'est des centaines d'oursins. Le fond est tapissé d'oursins et ils se montent les uns sur les autres. Alors, les oursins, ils ont été mis dans une famille aussi, qui s'appelle les échinodermes. Et eux, vous avez par exemple le gorgonocéphale, qui en fait partie. Vous avez l'ophiure, là, qui est là.
Vous avez l'holoturie qui est au milieu, l'oursin melon, l'étoile de mer qui est ici, l'étoile de mer rouge. Tout ça fait partie des échinodermes. Vous voyez, ceux qui ont des piquants sur le corps. Les cnidaires, ça pique, et les échinodermes, ils ont des piquants sur le corps. Alors, là, on est à nouveau sur du coralligène de paroi, avec 2-3 gorgones. Alors là, il y a une chose curieuse, je ne sais pas l'expliquer, et j'attends que quelqu'un un jour éclaire ma lanterne. Si on éteint la lumière, le jaune, on le voit. Oui, mais normalement, le jaune à ces profondeurs-là, il n'y est plus. Or, on le voit jaune. Et si on filme sans lumière, la caméra le voit aussi jaune. Donc, c'est pas qu'on est... On n'est pas farci, quoi. Je veux dire, mais pourquoi, je ne sais pas. C'est un mystère pour moi. Alors là, l'eau est particulièrement sombre. Hein. Pourquoi? Parce que ce jour-là, en surface, il faisait un temps pourri. Hein. Si vous avez une couverture nuageuse extrêmement dense, forcément, en dessous, la visibilité diminue. S'il a plu pendant quelques temps avant, pareil, la visibilité diminue. Et il y a des fois, on est en pleine journée et on fait des plongées de nuit. Vous voyez que dans le faisceau de la lampe. Tout le reste, c'est noir. Gorgonocéphale, ça ressemble un peu à des fractales. Alors, quand on fait passer un plongeur, comme ça, c'est pas pour le plaisir. En général, on met de temps en temps un plongeur pour donner une échelle. Pour que vous puissiez vous rendre compte de, tiens, ce qu'il y a autour, là, c'est gros ou c'est petit. Une éponge. Ça, les éponges sur le coralligène, c'est hallucinant. Il y en a de partout, de toutes formes, de toutes couleurs, même sur le sable d'ailleurs. Donc on a le gros avantage, hein, c'est que comme on est hors structure, on plonge où on veut. Et donc petit à petit, on a découvert des sites de plongée que personne ne fait. Sur certains sites, les langoustes viennent vers nous. Imaginez ça, une langouste qui vienne vers vous. D'habitude, les langoustes, quand elles voient un être humain, elles reculent. Nous, elles viennent vers nous, elles viennent nous voir. Donc pourquoi? Parce que l'endroit où on va n'est pas plongé. Globalement, quand on fait un site de plongée, on laisse 6 à 8 mois avant d'y retourner. À part un ou deux où on y va parce qu'on sait qu'il va y avoir tel type de bestiole à tel moment de l'année. Mais à part ça, la plupart des plongées, c'est entre 6 et 8 mois pour pas que les bestioles s'habituent à nous. Donc là, on a vu une éponge cavernicole jaune, un oursin melon, une holoturie noire, une étoile de mer rouge. Et au niveau éponge, voilà comment ça marche une éponge. C'est plein de vide. Il n'y a pas de cerveau, déjà. Hein. Et globalement, il y a un gros trou. Il y a même plusieurs gros trous. Ces gros trous, le nom, c'est oscule, à vos souhaits. Et il y a des petits trous. Alors, par les petits trous, l'eau rentre. Elle est attirée par des cils qui sont à l'intérieur, là, qui créent un espèce de courant. Donc, l'eau rentre. Elle est travaillée pour récupérer les particules qui sont dedans. Et ensuite, l'eau est rejetée par l'oscule. Voilà. Ça, c'est un morceau d'une éponge découpée. Hein. Alors, les spongiaires, c'est aussi une famille. On a vu qu'il y avait les échinodermes, on a vu qu'il y avait les cnidaires. Il y a aussi les spongiaires. Et les spongiaires, ça peut prendre des formes totalement différentes. Hein. Donc là-haut, on a des éponges qui sont plutôt sous la forme de tubes, hein, les cavernicoles. Vous avez des éponges qui ont la forme de balles. Hein. Là, vous avez deux éponges en une. Vous voyez, vous en avez une qui a une forme d'arbuste, orange. C'est une axinelle, c'est une éponge. Et elle est en train de se faire phagocyter par une éponge fétide, qui est derrière, c'est la grosse boule qu'il y a derrière. Fétide, pourquoi? Ça n'a aucun rapport avec la famille Adams. Hein, fétide, c'est parce que quand vous la sortez, que vous la laissez dehors, ça sent pas bon. Là, vous avez une éponge pinceau, comme ça. C'est tout petit, les machins tout petits comme ça. Et puis là, vous avez une éponge oreille d'éléphant ou corolle. Hein, voilà. Ça c'est des éponges qui ont servi pendant des années, qui servent encore d'ailleurs pour la toilette, par exemple.